à la fois simple et extrêmement construit, un petit peu justement à la manière d'un jeu. Ce que tu me disais tout à l'heure, Thierry. Thierry Baudin-Hulin, qui est à côté de moi, qui est donc l'auteur de cet ouvrage paru aux éditions Lunatique. D'ailleurs, je trouve que c'est drôle que finalement un ouvrage qui s'appelle Un pur hasard sorte aux éditions Lunatique. Est-ce à dire que le hasard est lunatique, Thierry? J'adore la première question. C'est très fort. C'était pas très bien. Je ne vais pas répondre à la question, mais ta première remarque, c'était c'est un livre sur le jeu. Et là, la question, c'est de savoir de quel jeu on parlait, si c'était le jeu GIE ou le JE. Et évidemment, on est en plein au cœur du jeu, et voilà, ça va au cœur de quoi on est. Déjà, cette première interrogation qu'on peut avoir et qu'on pourra essayer de développer tout au long de notre rencontre. Parce que le jeu est lunatique, ça j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'une belle rencontre avec les éditions Lunatiques, ça c'est sûr. Je remercie Pascal d'avoir flashé aussi sur ce texte très rapidement. Pascal Gauze, donc édition Lunatique, stand sur le salon. Très beaux ouvrages, 1000 petites fictions courtes. Un gros travail de Pascal là-dessus. Voilà. Mais jeu lunatique, je réponds pas là. Tu fais pas ça à chaque fois. Hein. Là, c'était ton joker, en quelque sorte. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de l'histoire de ce livre? Je t'avais demandé, mais es-tu joueur, etc. Pourquoi as-tu écrit ce livre? Alors tu m'as dit, bon, voilà, c'est compliqué, mais je vais y revenir, donc on va y revenir. Comment t'es venue l'idée de ce livre, une nouvelle fois, je le répète, très construit? L'histoire de cet homme, inventeur d'un jeu, donc maître du jeu, on pourrait dire, maître du jeu, J-E-U, et effectivement maître du jeu, J-E. Comment est venue l'histoire de ce livre, sachant que je crois que cette histoire est née il y a longtemps? Oui, le livre est sorti il y a 2-3 ans. J'ai 55 ans. Je pense que la première mouture de ce livre, je l'ai écrit à 20-25 ans en fait. Donc pendant 30 ans, j'étais sur ce sujet, évidemment pas tout le temps. À 20-25 ans, le seul, ce qui reste aujourd'hui de ce qui était écrit, c'était simplement l'intrigue finale. Alors, on ne va pas jouer le suspense hein, pour tous ceux qui sont là. On va être obligé de dire ce qu'est cette intrigue, mais j'avais que le sujet de ce 1 qui ne sort jamais. Voilà. De ce 1 qu'on jette voilà, avec le dé, enfin ce dé qu'on jette et le 1 du dé ne sort jamais. Et j'avais construit ma première mouture donc à 20-25 ans sur cette idée-là. Elle était un petit peu faible en tant que telle sur ce seul intrigue narrative. Donc il a fallu ensuite, le temps a fait que j'ai habillé l'ensemble et avec quelqu'un qui a créé son propre jeu, qui maîtrisait les choses et qui ne maîtrisait plus à la fin, effectivement, les choses, qui maîtrisait les choses qu'il pouvait maîtriser, les plus rationnelles qui soient, et qui à la fin ne maîtrisait plus ce qui pouvait être le moins rationnel, c'est-à-dire effectivement le hasard. Donc après, il a fallu voilà, construire autour de ça toute l'intrigue du livre. Alors la question que j'entends dans la tienne, c'est pourquoi à 20 ans on a envie d'écrire quelque chose sur le défi lié au hasard. Et moi, très vite, ma réponse est relativement simple, même si elle est compliquée dans mon explication suivante, c'est de dire ce n'est qu'une réflexion sur une question existentielle, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que notre existence, et est-ce que notre existence est le fruit tout simplement du hasard, ou est-ce qu'elle est déterminée par des forces plus ou moins précises, soit divines, soit autres forces. J'ai baigné, mon éducation est baignée dans une éducation très catholique, très stricte par rapport à ça. On m'a fait croire que la vie, elle n'était là que parce que Dieu l'a voulu, et que voilà, et j'étais percé là-dedans et je l'ai cru très fort. Mais très vite, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas quand on me disait ça.
À la fois, il y a deux choses, il y a à la fois la religion où je me disais que les valeurs qu'on m'inculquait, je ne les voyais pas apparaître dans les personnes qui me l'inculquaient. Donc déjà, je m'interrogeais beaucoup là-dessus. Et puis, est-ce que ce Dieu-là qu'on me disait omnipotent, omniprésent, voilà, je trouvais ça bizarre que ce soit le fait d'une personne qui soit là-haut, un truc un petit peu nébuleux, qui puisse déterminer ce qu'on est et ce qu'on doit être. Il y avait tout ça. Donc forcément, je me suis penché sur, mais oui, mais voilà, ce déterminisme un petit peu trop fort, sur lequel je me suis révolté très vite, du coup me faisait interroger sur le fruit de notre propre existence. Donc je suis parti sur cette question propre de ce que pouvait être le hasard. Je te remercie, ça pose effectivement la question du libre arbitre. Quand je t'entends, ça pose la question des choix de vie. J'entends un jeune homme de 20 ans, même quand tu parles, je pourrais dire ce jeune homme de 20 ans, 25 ans, qui est encore présent et qui va se mettre à écrire, qui va devenir poète, éditeur, comme tu l'es devenu aujourd'hui, éditeur-poète peut-être, poète-éditeur, en tout cas qui va suivre cette route-là. Est-ce que si ta façon à toi d'avoir eu envie de casser ces déterminismes dont tu parles, déterminismes sociaux, déterminismes religieux, familiaux, etc., finalement cette voie de l'écriture, moi personnellement j'ai lu aussi dans ce livre quelque chose d'un roman, un peu de la métalittérature, un roman sur l'écriture et sur le fait d'écrire. Ce personnage, il est un petit peu un écrivain aussi, je pense, écrivain de sa vie, jusqu'à ce que ça lui échappe, puisque ce 1 ne sortira jamais. Qu'est-ce qui se passe quand le 1 ne sort pas à un moment donné? Est-ce que ça veut dire que l'individu, quelque part, est prisonnier de quelque chose? Le 1 sort. Le 1 sort, il sort bien à la fin, et en fait, il ne sort jamais pour cet homme-là. Et la question, c'est pourquoi il ne sort jamais pour cet homme-là. Qu'est-ce qui se passe pour que cet homme-là, finalement, il y a quelque chose, un accident de vie, et cet accident de vie, c'est bien le 1 qui ne sort jamais. C'est qu'est-ce qui se passe pour que cet homme qui croit tellement maîtriser les choses, qui croit tellement maîtriser la vie, qui a bâti un système, à la fois une maîtrise des jeux de stratégie où le hasard n'apparaît absolument pas, à la fois une maîtrise de ces jeux de stratégie et la maîtrise d'un jeu qu'il a créé lui-même, son propre jeu, sa propre vie, etc., qu'il a créé lui-même et qu'il maîtrise parfaitement, comment cet accident de vie peut tout d'un coup le déstabiliser et le rendre, aller jusqu'à la folie. Donc c'est bien ça le sujet profond des choses. Je ne sais pas, si à 20 ans je m'interroge sur les questions que j'ai évoquées tout à l'heure, je n'ai pas plus de réponses. Alors j'ai un peu plus de réponses aujourd'hui qu'à 20 ans, mais je n'ai toujours pas la réponse, en tout cas. Et en travaillant sur ce récit que j'ai voulu effectivement le plus ciselé, le plus concis, le plus précis par rapport à ce questionnement-là, je ne sais toujours pas aujourd'hui ce que c'est que le hasard. Et on en parlait un petit peu ce matin, c'est autant les philosophes peuvent parfaitement rationaliser la question et l'expliquer, en tout cas essayer de l'expliquer, autant ceux qui croient très fortement à une divinité peuvent essayer aussi de la rationaliser d'une autre façon. Autant ceux qui sont ni philosophes, qui ne peuvent pas bien le dire, ou ceux qui ne croient pas profondément à une croyance divine, posons la question à ces gens-là et je ne suis pas sûr qu'ils aient une véritable réponse de savoir ce qui est le fait du hasard de nos vies ou ce qui fait qu'on est maître un petit peu de notre propre destinée. Justement, est-ce que le jeu ne serait pas le cadre précisément de je dirais quelque part, de cette façon de circonscrire pendant quelques instants le hasard autour d'un dé, autour d'une table, autour d'une roulette. Il faut le rappeler, donc dans ce roman qui met en scène Paul Hébert. Paul Hébert a inventé un jeu. Ce jeu est en fait un mélange de plusieurs jeux de stratégie, qui sont poussés presque dans une immense complexité et simplicité des règles en même temps. Et cet homme est devenu une véritable vedette internationale à travers ce jeu. Et à un moment donné, tout va très bien finalement dans la vie de cet homme. Et puis, d'un seul coup, il y a ce 1 qui ne sort pas et cet accident, ce qu'on appelle au sens
psychanalytique du terme, je ne vais pas faire de psychanalyse, mais pourquoi pas un événement au sens de la psychanalyse, c'est-à-dire quelque chose qui d'un seul coup va faire changer le cours des choses, c'est que ce 1 ne sort pas. Il y a une question, moi, que je me pose. Pourquoi le 1, Thierry? Pourquoi est-ce que c'est le 1 qui ne sort pas? Je saurais à cette question parce que je suis intervenu dans des écoles récemment. Les élèves m'ont posé plein de questions. J'étais relativement, voilà, j'y répondais avec relativement à l'aise. Il y a une question qui m'a perturbé, c'est celle que tu viens de me poser. C'est pourquoi le 1, quoi. Et c'était une des dernières questions. Je suis intervenu dans 3 classes, et c'était une des dernières questions qui m'est arrivée dans la 3e classe, le dernier jour. Enfin, voilà. Et le gamin m'a posé pourquoi le 1. Et j'avoue. Sur le moment, je suis resté peu bouche bée. J'ai dit voilà, la question piège, je l'ai eue, et elle est là. Donc c'était celle-ci. Tu l'as tirée 2 fois. Ouais, je la tire 2 fois. Ouais. Comme quoi, le 1 il peut sortir plusieurs fois. Alors après, je suis parti dans des délires. Voilà, tout débute par le 1. Le 1 c'est l'unité. Enfin, tout ce qu'on veut. Ça n'aurait pas été chouette si c'était le 3 qui sortait pas, quoi. C'était pas possible, et encore moins le 6, quoi. C'est forcément par quoi tout commence, quoi, qui peut pas sortir, l'événement, il est unique en soi. L'événement qui crée la chose unique, elle est unique en soi. Voilà, il peut pas y en avoir plusieurs. Non, je sais que j'ai pas de réponse franche à ça. Ça peut être que là. Peut-être qu'on peut imaginer que la vie de cet homme, justement, la vie de Paul Hébert, va justement commencer parce que le 1 ne sort pas, et que ça va peut-être l'obliger à autre chose, commencer peut-être ailleurs, commencer peut-être par la fin, on ne sait pas, mais en tout cas, le fait que le 1 ne sorte pas, mais finalement, ça va l'obliger, c'est ce qu'on peut imaginer en tout cas, à faire autre chose. Puisque, bon, il y a aussi ce clin d'œil à la fin, puisque le 1 ne sort pas pour lui, il sort pour les autres. Il y a vraiment quelque chose là de très fort dans ce court roman, je le répète, qui est extrêmement ciselé, extrêmement construit. Je voudrais qu'on revienne sur cette construction narrative. Tu me disais tout à l'heure à quel point tu avais ciselé ce roman. On peut imaginer peut-être que ce roman que tu as commencé à élaborer quand tu avais une vingtaine d'années, finalement était un peu comme une sorte de diamant brut que tu as taillé ensuite, ou je sais pas, comment tu as travaillé à partir de... Tu avais un texte de départ? Oui, ben, le texte de départ, c'était les 13-14 pages que j'avais écrites à 25 ans, sur lesquelles je suis revenu et que j'ai alimenté progressivement tout au long, enfin que j'ai reprise à plusieurs reprises durant toutes ces années. L'idée ensuite de cet homme qui maîtrise un jeu, mais est venue assez rapidement. Et du coup, j'étais parti sur cet homme qui maîtrisait le jeu des échecs. Voilà. Mais ça me suffisait pas, cette maîtrise du jeu des échecs. En fait, il fallait qu'il maîtrise l'ensemble des jeux de stratégie qui ne font pas appel effectivement à la notion de hasard. Donc il fallait qu'il maîtrise les jeux de stratégie. Donc certes, il maîtrisait les échecs, mais il maîtrisait aussi le jeu de dames, il maîtrisait aussi le jeu de go, et il maîtrise aussi l'Othello, qu'on appelle aussi le reversi. Et voilà, déjà, avec ces 4-là qui sont les 4 plus connus, il y en a d'autres qui sont cités aussi dans le livre, je trouvais ça un peu plus fort. Donc il avait une grande maîtrise de l'ensemble des jeux, et une haute maîtrise à chaque fois, puisqu'il a des niveaux de qualification dans chacun des jeux qui est assez fort. Mais c'était pas suffisant, il fallait qu'il maîtrise encore plus de choses. Et non seulement il maîtrise ces 4 jeux, mais il va maîtriser la somme de ces 4 jeux, en créant lui-même le jeu des jeux, et il va être le maître incontesté de ce jeu des jeux. Voilà. Ce jeu des jeux qui s'appelle le jeu des pions. Le jeu de pions. Le jeu de pions. Et il y a une grande simplicité dans ce mot, en fait, le mot pion, 4 lettres. Moi, je me suis beaucoup interrogée justement sur ce mot pion, un pion. Quand on dit de quelqu'un que c'est un pion, c'est quelqu'un qu'on peut manipuler assez facilement. Un pion, c'est quelque chose qui est interchangeable. 4 lettres, comme ça m'a bien parlé. Et donc ce jeu qui concentre, c'est-à-dire que le mot pion, c'est un mot qui est extrêmement concentré, je trouve, au niveau sémantique, qui va concentrer tous ces jeux en un seul. C'est le jeu des jeux. On a l'impression qu'il est vraiment arrivé
à quelque chose d'incroyable. Tu parlais tout à l'heure du Dieu omnipotent, donc ce qu'on appelle effectivement le Deus omnipotens. Ce Dieu omnipotent, cet homme, Paul Hébert, il est devenu finalement, il est devenu le Dieu omnipotent, il croit l'être. Oui, oui, ça fait partie de ces... Alors là, du coup, on vient sur la face, le côté un peu psychologique du personnage, qui est très marqué dans l'ouvrage. Oui, on est sur quelqu'un qui veut absolument maîtriser sa vie et être son propre Dieu par rapport non seulement à lui, mais par rapport aux autres aussi, parce qu'il a imposé lui-même aux autres ses croyances, tout simplement. Dans le mot pion, c'est l'anagramme de point aussi. Hein. Donc le pion qui est effectivement l'individu qu'on peut manipuler, et c'est aussi le point final, et on rejoint le 1 du dé, qui est l'unité de l'ensemble en fait des problématiques qui se posent dans le livre. Si c'est pourquoi le 1, ça peut être une explication aussi. Alors finalement, on a peut-être trouvé une amorce de réponse à cette histoire du 1, mais je ne suis pas sûre d'ailleurs qu'il faille trouver une réponse. Après tout, l'idée c'est peut-être plutôt de se poser des questions. Le hasard, c'est vraiment, on en parlait tout à l'heure, le hasard, tu me disais, quand on parle du hasard avec les gens, on crée une forme de malaise. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs approches du hasard. Il y a le hasard au sens, le fatum latin, hein, le destin bien évidemment, qui peut être extrêmement négatif, mais on a aussi le hasard qui entre dans plein d'expressions. On disait tout à l'heure, le hasard finalement maintenant on essaie presque de le détourner. Il n'y a plus de hasard. On dit il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres, ce n'est pas un hasard si nous nous sommes rencontrés. À la suite de Jung, bien évidemment, on va parler des concordances. Je parle peut-être beaucoup de psychanalyse, là en l'occurrence c'est de la psychologie analytique. On va parler de concordance, on va dire le hasard ça n'existe pas, mais finalement, est-ce que ça existe? J'en sais rien, je dis tout à l'heure, j'ai pas encore la réponse là-dessus, et j'en sais rien, et moi je serais curieux, là, je ne vais pas faire non plus l'interview de la salle, mais moi si on vous dit aujourd'hui, est-ce que vous croyez au hasard, qu'est-ce que pour vous le hasard? Je ne suis pas sûr que la réponse soit immédiate chez vous. Alors, si certains ont une réponse immédiate, qui lèvent la main tout de suite, et je leur donne le rime, si tu as voulu lever la main, je vais te la donner, tu fais le micro. Et non, voilà. Et c'est vrai qu'on vit avec ces expressions. Alors on reviendra peut-être sur l'expression un pur hasard. Le hasard peut-il être pur? Voilà, je l'ai rencontré par hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard de rencontre. Oui, mais finalement, si on doit se voir, c'est qu'on devait se voir. Ouais. Toutes ces petites expressions dont tu parles, on les dit, voilà. Est-ce qu'on en est sûr, est-ce qu'on n'est pas sûr? Ouais, c'est des signes de vie, des signes qui sont envoyés par qui, je ne sais rien. Moi, je ne sais pas, si quelqu'un veut m'aider à résoudre la question, je suis preneur. Oui, un coup de dé n'abolit pas le hasard. Donc effectivement, moi j'ai très envie, et je pense que vous avez envie, vous aussi, d'entendre Thierry nous lire quelques extraits de son livre. On a pu voir à quel point tu lisais avec énormément de passion, d'une façon très invitée. Et je pense que là, le sujet est assez magnifique. Parce que tu veux, au hasard. Non, si je fais un choix, là, il n'y a pas de hasard. On va déjà aller lire les premières pages, puis je vous lirai bien moi, le passage sur les 4 jeux, parce que je l'aime bien ce passage-là. Donc à la une du dernier numéro de Pion Magazine, la photo de Paul Hébert s'affichait pleine page, un portrait en noir et blanc qu'un titre sensationnel barrait sur toute la largeur, la disparition. Depuis plus de 3 mois, l'inquiétant mutisme de Paul Hébert avait plongé sa famille, ses amis et ses nombreux admirateurs dans un profond désarroi. Son absence au tournoi de Paris sans aucune explication et l'incroyable silence qui suivit jetèrent un trouble qui dépassa la simple communauté du jeu de pion. Des centaines de messages parvenaient encore chaque jour à la rédaction, lui implorant, à défaut d'un retour, un signe de vie. La nouvelle avait fait l'ouverture des journaux télévisés et les commentaires ne manquèrent pas. En pareil cas, l'imagination prend le pas sur la retenue. Des rumeurs de maladie s'étaient rapidement répandues. Les journalistes n'hésitèrent pas à parler de suicide. Certains journaux à sensation évoquèrent un enlèvement et d'autres, plus perfides, pensaient sérieusement à une fuite à l'étranger suite à des difficultés fiscales. La thèse de la mauvaise plaisanterie avait ses défenseurs.
Quoi de plus bénéfique qu'un bon coup de publicité pour promouvoir davantage le jeu qui avait propulsé Paul Hébert sous les projecteurs. Chacun y allait de son interprétation et la diversité des supputations était à la hauteur de sa célébrité. Ses partisans manifestaient leur indéfectible admiration. Comme il est brillant, quelle finesse d'esprit et si séduisant. Ses détracteurs, certes moins nombreux mais beaucoup plus loquaces, ne cachaient pas leur méfiance envers un homme dont le succès reposait sur un jeu qu'ils jugeaient superficiel et dont la fortune avait été bâtie sur l'opportunisme. J'avais le privilège de connaître Paul Hébert et de faire partie du cercle très restreint de ses amis. Paul était un homme doué et attachant. Sa clairvoyance et une intelligence hors norme le distinguaient des autres joueurs. À cela se mêlait une pudeur et une humilité tout en délicatesse. Sa disponibilité était reconnue. Il acceptait avec courtoisie toutes les sollicitations et ne s'en lassait pas. Il aimait le contact avec le public, le réclamait même tant qu'il appréciait les échanges. Sa bonne humeur, ses traits d'humour renforçaient l'image d'un homme de qualité. Quant à son regard, perçant, captivant, il semblait ne rien perdre de chaque détail de l'existence, comme pour mieux la savourer. Merci Thierry. Là, ce sont les premières lignes donc, du roman qui nous plongent tout de suite dans l'ambiance. Paul Hébert a disparu. Ça commence comme ça, tout de suite, par une disparition. En fait, c'est une suite de disparitions, puisque Paul Hébert a disparu, le 1 a disparu, le début a disparu. Je trouve intéressant déjà qu'on commence tout de suite par j'allais dire pas une fin, mais en tout cas par quelque chose qui est un manque, un vide, tu vois, et non pas par le début de la carrière de Paul Hébert, etc., ses succès. Non, on va le savoir à rebours. Pourquoi? Parce que Paul Hébert a disparu. Et là, tous les scénarios sont possibles. Je pense que ce début a dû être très travaillé pour toi. Ça, par exemple, est-ce que c'était déjà prévu au départ? Dans ton manuscrit de base, ça commençait comme ça, ou tu commençais à un autre moment dans ton récit? C'est quelque chose que tu as retravaillé? Oui, complètement. Ça commençait pas du tout comme ça. Et Paul Hébert, dans les premières montures, il était déjà un très grand homme et il n'y avait même pas de disparition. Il est devenu fou pour enfin voilà, il n'y avait pas d'histoire autour, il n'y avait pas de contexte. Là c'est tout le contexte effectivement qui a été reconstruit. On commence par la disparition. Ça paraissait une évidence, surtout c'est bien le sujet de tout livre, c'est cette histoire du 1 toujours qui disparaît, et les premiers mots c'est à la une, hein, voilà, on commence par le début, et le début ça commence bien par une disparition, même si c'est A, la première lettre de l'alphabet, et la une qui renvoie à la mise en valeur de la disparition du 1 dès le début du roman. Donc c'est ça qui a pu être travaillé, c'est toute cette entrée en matière. Voilà, on n'oubliera pas non plus que c'est, je sais pas, on y reviendra peut-être sur l'intertextuel tout à l'heure, mais on n'oubliera pas non plus que c'est un clin d'œil très fort, et c'est pas le seul, à Georges Perec. Voilà, la disparition, je fais pas de commentaires, mais là où le E disparaît dans le langage, le 1 peut disparaître dans la réalité de la vie pour cet homme qui est Paul Hébert. Paul Hébert qui n'est ni plus ni moins que le nom d'un personnage de la vie Mode d'emploi aussi, qui est un des personnages les plus neutres de la vie Mode d'emploi. PH, c'est je crois en chimie, c'est la neutralité. Voilà, et qui a mené une vie très banale et qui est à peine existante dans la vie mode d'emploi. Il y a d'autres clins d'œil à Perec dedans, entre autres dans ce roman. Alors ce clin d'œil effectivement de Paul Hébert, donc PH, comme tu disais, qui est ce personnage de Perec effectivement qui est assez, on va dire, dans une neutralité, et presque pas une absence, mais quelque part une transparence, quelque chose de cet ordre-là. Il y a d'autres clins d'œil à Perec, tu le disais. Est-ce que tu peux justement nous en parler? On parlait d'intertextuel, c'est très fort dans ton roman, mais ça se lit pas forcément. Par exemple, tu disais que tu fais des interventions auprès des enfants. Il est une évidence que pour les enfants, Perec, pour eux, c'est quelque chose qui passe relativement inaperçu, entre guillemets. Ils ne peuvent pas encore le savoir. Non, on n'a pas parlé dans les trois classes, que c'était des classes, une classe de seconde et 2 classes de troisième, et puis une intervention rapide dans les classes de cinquième. À aucun moment on a parlé
des références et de l'intertextualité avec eux. Ils ont plus été intrigués et par l'intrigue et par cette question liée au hasard et au jeu. On m'a beaucoup interrogé sur les jeux également. Donc ta question c'était sur Pérec encore, oui, bah, il y a d'autres allusions, j'ai piqué, mais comme le faisait Pérec par rapport à un certain nombre d'artistes, j'ai piqué 2-3 phrases, la chambre de Paul Hébert avec ses papiers délavés et son canapé, c'est exactement les mêmes mots qu'on voit, c'est la chambre de Paul Hébert dans la vie mode d'emploi. Donc voilà, c'est des clins d'œil de ce type qui sont moins évidents, en tout cas moins parlants, moins pertinents par rapport aux deux que je vous ai déjà cités par rapport à Pérec. Donc il y a 3 autres, à la fin je cite 4 auteurs donc, qui ont été empruntés. Donc il y a Pérec, il y a Georges Perros, il y a Stéphane Zweig et il y a Stéphane Mallarmé. Alors les 4 à différents titres et à différents niveaux, le plus important étant Pérec. Il se trouve que il y a 2 écrivains pour lesquels j'ai une profonde admiration et ceux qui me connaissent un peu le savent, parce que en tant qu'éditeur, j'ai publié aussi du Georges Perros. Et moi, alors, je m'interroge toujours pourquoi j'ai autant d'admiration pour Georges Perec que pour Georges Perros. Ils se ressemblent tellement dans leur nom et que je me suis toujours interrogé pourquoi je ne fais pas le jeu sur le Georges. Mais Georges, c'est le... Georges, si on analyse un peu les lettres, c'est le jeu hors jeu. Voilà, alors on pourra jouer aussi là-dessus. On reviendra sur le jeu sur le langage après, peut-être. Je rêve d'écrire un livre qui s'appellerait Perros Pérec un jour. Où vous expliquerez pourquoi les deux me fascinent. Ils peuvent ramener... Un jour, un journaliste m'avait demandé pourquoi Pérec. Je lui avais répondu très bêtement parce qu'il y a le mot père dans Pérec. Donc je pourrais ramener aussi à des choses liées au père avec Perros et Pérec. Voilà. Mais je ne l'ai pas écrit encore. Je vous l'écrirai un jour. Donc Georges Perros, alors du coup la référence à Perros, alors je reviendrai sur les dualités, parce que Georges Pérec, Georges Perros, et Stéphane Zweig, Stéphane Mallarmé aussi, et on pourra parler tout à l'heure de la dualité dans l'ensemble du roman. Tout est duel, tout va partout. Stéphane Zweig parce qu'un admirable conteur, et si je manque d'humilité un petit peu là, ça va de vouloir dire que j'ai voulu faire une grande nouvelle à la Stéphane Zweig, en essayant de reprendre un petit peu ces ambiances qui sont très calées et dans le lieu et dans le temps et dans l'action, et où il crée des univers en fait très forts, avec des psychologies de personnages très très fortes à l'intérieur. Voilà, j'ai essayé de créer un univers particulier dans un temps particulier, avec des personnages très particuliers et très forts aussi psychologiquement parlant. Et puis j'ai piqué 2-3 phrases que j'ai calées dans l'ouvrage. Et Stéphane Mallarmé exclusivement pour... alors c'est exactement un coup de dé jamais n'abolira le hasard. J'ai toujours cru que c'était un alexandrin dans toute ma vie. Ce n'est pas un alexandrin, puisqu'il y a 13 syllabes. Un coup de dé jamais. Je trouve que c'est extraordinaire. Enfin, je trouve le titre extraordinaire. Il est beau, il fait marcher l'imagination de façon très forte. J'aime pas beaucoup l'ouvrage en tant que tel, qui est même imbuvable. Bon, je suis pas un fan de Mallarmé, mais voilà. Mais quel titre extraordinaire. Et d'avoir fait un vers de 13 syllabes pour nous faire croire que c'est un alexandrin, je trouve ça assez fort aussi, au niveau de la langue, au niveau du rythme, etc. Donc l'allusion est là. Alors après, les 2 Stéphane et les 2 Georges, on a un personnage qui est dédoublé en soi. Hein. Il est en 2 parties, l'ouvrage. La première partie, on va avoir la face un peu blanche du personnage, et la deuxième, la face un peu noire, dark, du personnage, comme peuvent l'être les pions qui se renversent, comme à l'Othello, ou deux joueurs qui se rencontrent l'un avec les noirs, avec les blancs. Et là, il va y avoir ce double... voilà. Un des objets, un des sujets du livre, c'est aussi la dualité des personnes. Comment on peut se mentir à soi-même autant, et comment on peut se cacher la face. Le mot n'est pas innocent non plus. D'ailleurs, je crois que je joue dessus à un moment. Et on va avoir chacun sa part d'ombre et sa part de lumière.
Et on est bien au cœur du sujet, dans cette recherche éperdue de l'identité de ce qu'on est et du pourquoi de ce qu'on est. Oui, alors pour en revenir à Zweig, moi j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'une lumière. Oui, vas-y. J'ai oublié le joueur d'échecs de Zweig. Oui, tout à fait. Il y a une lumière qui est pour moi un éclairage qui est vraiment très, très propre à Zweig dans cette intimité. D'un seul coup, ces espèces de mise en lumière, mais qui sont en même temps très douces et très intimes, un peu comme la lumière rasante des photographes, tu vois, qui va juste effleurer, mais qui révèle chaque détail en douceur. C'est quelque chose que je retrouve et qui m'a fait effectivement penser à Stefan Zweig dans son traitement de l'éclairage des personnages. Maintenant, on a parlé de ces doubles faces. Là. Ça me fait penser, et tu parlais de Mallarmé tout à l'heure, et de ce côté un peu... et pardon pour les Mallarméens, mais peut-être un peu truqueur de Mallarmé, dans le sens d'escamoteur. Je pense que la poésie est une façon aussi d'escamoter. Et il y a parfois, j'ai l'impression qu'il y a ce côté, alors le hasard, la magie, ces pions qui se retournent. Ça me faisait penser aussi parfois, tu sais, au genre de Bonto, quand on fait passer comme ça, sous des gobelets, des choses. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Non, ah, c'est pas là. Il y a quelque chose de cet escamotage où il est question du jeu qui s'escamote. Le jeu J-E, le moi qui s'escamote. À un moment donné, oui, qui est-il Qui est-il pour lui-même? Qui est-il pour les autres? Tu disais se mentir à soi-même. En fait, c'est un peu quelqu'un qui ment, entre guillemets, à tout le monde, puisque en fait, on ne sait pas vraiment qui est Paul Hébert. Personne ne le connaît, apparemment. On le cherche, on ne le trouve pas, il disparaît. En fait, il n'avait pas disparu. Enfin, on est vraiment sur ce jeu, comme ça, un peu de miroir. Tu parlais du joueur d'échecs de Stefan Zweig. Tu avais envie d'ajouter quelque chose par rapport à ça? Non, juste dire que aussi l'allusion à Zweig est liée aussi à cette nouvelle particulière du joueur d'échecs. Je ne sais pas si vous l'avez un petit peu en tête, l'histoire du joueur d'échecs, très, très rapidement. On est aussi dans le joueur d'échecs, il y a un champion qui est champion du monde, je crois, là, au moment où l'histoire se passe. On est sur un paquebot, il est champion du monde d'échecs. Et il s'amuse à défier tous les gens qui sont sur le bateau. Et évidemment, il les humilie les uns après les autres. Et puis il se trouve qu'à un moment, il va buter sur une partie. Et le personnage qui est en face de lui a une histoire assez incroyable qu'on va connaître progressivement dans la nouvelle, où il a appris à jouer aux échecs sans le jeu d'échecs. C'est-à-dire qu'il a appris à jouer aux échecs dans les camps de concentration pendant la guerre, où il avait simplement à sa disposition un manuel qui racontait une partie d'échecs de deux grands champions. Il n'avait que ça, et à partir de ça, c'était sa seule occupation. Il a appris les échecs simplement à partir d'une partie d'échecs sur papier, qu'il a appris, et du coup, il a une vision du jeu d'échecs qui n'est pas matérielle, qui est dans sa tête. Il va réussir à mettre en difficulté le champion du monde. C'est une partie nulle en fait. Il n'y en a pas un qui gagne, c'est une partie nulle la première. Il perdra la seconde parce que dans la seconde, ça va lui rappeler, il va être perdu à un moment à cause du maniement même des pièces. Parce que ça va lui rappeler tout ce qu'il a vécu de façon dramatique dans sa tête et dans son emprisonnement dans les camps de concentration. Et là, il va devenir fou lui-même en jouant aux échecs parce que tout va se perdre dans sa tête. Ça va se mélanger entre la blessure même de l'emprisonnement, de l'enchaînement, et la partie du jeu d'échecs qu'il a appris par cœur. C'est magnifique de tension narrative dans la nouvelle de Zweig. Et évidemment, elle était assez présente aussi, notamment sur ces aspects de folie, parce qu'on tombe dans la folie quand même à la fin de l'ouvrage, qui était aussi assez présent en moi quand j'ai fait ça. D'autant que cette folie, tu la montres, ce que je disais tout à l'heure, d'une façon en même temps je dirais très simple et complexe, mais sans violence. Bon, voilà ce qui m'a frappé aussi, c'est que d'une certaine manière, ce roman contient des éléments de violence que je trouve assez puissants, et en même temps cette violence est montrée de l'intérieur comme la violence d'un homme qu'il se fait à lui-même. C'est extrêmement fort.
Ça, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement fort qui fait que ce roman peut se lire plusieurs fois et on le lira toujours d'une façon différente. Que penses-tu de cette question de la violence à l'intérieur de ce roman, à l'intérieur de ce thème? Oui, il y a effectivement pas de... Je sais pas s'il n'y a pas de violence physique, hein, déjà. Et on est face simplement à... Enfin, le narrateur est face à son... Parce que le narrateur est ami, hein, donc on a compris, de Paul Hébert, et il va à ça. Il est invité par Paul Hébert pour le rencontrer, et Paul Hébert va expliquer pourquoi il n'est pas venu à un moment au 10e, je crois, championnat du monde auquel il devait participer, qui devait être un grand événement international présenté sur toutes les chaînes de télévision et tous les médias. Et donc il va lui expliquer pourquoi il n'est pas venu et pourquoi sa disparition. Et face à ça, de lui-même, il va expliquer pourquoi il est devenu dans cet état un peu léthargique, dans cette chambre d'hôtel à Nantes, et pourquoi il est resté dans cette chambre d'hôtel. Et il va l'expliquer, il va expliquer toute sa souffrance intérieure, même s'il y a un espèce de déni un petit peu aussi, pas de la souffrance, mais en tout cas de déni de qui il était vraiment par rapport à l'ensemble des gens. Il va s'auto-détruire face au narrateur. C'est une autodestruction intérieure, et c'est son suicide, c'est son petit suicide à lui, hein, qui va posément proposer à la lecture du narrateur, donc du lecteur. Oui, effectivement, un suicide, on peut tout à fait le voir comme ça. On imagine bien une fin, presque un suicide qui n'en finirait pas. Je dirais une mort lente, enfin, à travers la chute extrêmement lente de ce personnage qui me fait penser à la chute extrêmement lente de Melmoth, à la fin du roman Melmoth. Melmoth chute sur une vingtaine de pages, cette chute absolument incroyable, et il va traverser comme ça plusieurs univers. Moi, ça m'a fait penser à ça. Bon, bien sûr, parce que pour moi, les références à la littérature gothique noire anglaise sont toujours assez présentes, mais il y a quelque chose d'anglo-saxon dans ta nouvelle. Si je te dis ça, tu trouves que ça te parle ou pas? Non. Non? Ben voilà, moi j'ai trouvé. Et peut-être qu'on peut y mettre plein de choses. Est-ce que ce thème du hasard, finalement, n'est pas universel? Est-ce que c'est pas un thème qui va parler à tout le monde à travers plein de cultures différentes? Est-ce que tu as eu l'occasion de parler de ton ouvrage avec des personnes justement qui pouvaient apporter un éclairage sur ces notions du hasard dans d'autres cultures peut-être? Non, pas particulièrement. Je trouve je ne sais pas si c'est le hasard qui est universel, j'en suis certainement, c'est un thème universel. Il y a un thème qu'on n'a pas abordé, qui me paraît aussi assez universel aussi, c'est l'image de soi, et l'humilité et l'espèce de surmoi de prétention que peut avoir cet homme-là. Enfin, il y a ça aussi derrière. Il y a quelque part je m'interroge tellement sur l'existence et quelque part de la vanité des choses, que je me dis aussi que l'homme lui-même, voilà, l'interrogation sur la vanité de l'homme lui-même. Et cet homme qui se croit surpuissant, qui se croit qu'il est indestructible, c'est ce que je trouve le plus insupportable dans notre société aujourd'hui, et hyper médiatisée en plus, où on passe notre temps à se montrer de façon permanente. Et on oublie beaucoup trop souvent notre part d'humilité, et il manque l'essentiel à cet homme-là. Paul Hébert, quelque part, n'est pas un homme sympathique. Il n'est absolument pas sympathique, parce qu'il lui manque une seule chose, c'est l'humilité. Et quand on est brillant, quand on est intelligent, qu'on sait séduire les gens, et ben si on montre pas cette part d'humilité, je crois qu'on ne vaut pas grand-chose, quoi. Paul Hébert, il ne vaut pas grand-chose. Enfin, il me semble. Alors je te trouve dur avec ton personnage, effectivement. En revanche, il y a une chose qui m'est venue en le lisant, c'est le jeu de Go, le jeu d'ego. C'est-à-dire qu'on est aussi là-dedans, c'est-à-dire que il est vraiment question d'ego. Alors évidemment, c'est quelqu'un, on le disait tout à l'heure, qui se prend pour Dieu tout-puissant, hein, et qui est persuadé qu'il va pouvoir manipuler quelque part ses petits pions autour de lui et son monde, et il est gonflé d'orgueil, il est outré de lui-même, il y a quelque chose comme ça. Mais enfin, à la fin, quand on le laisse, parce qu'il y a vraiment quelque chose d'un abandon, je dirais, à la fin de Paul Hébert, quand on le laisse dans sa chambre face à
face à ce hasard qui l'oblige quelque part à rester dans cette situation de mort. On a l'impression qu'il est un peu, tu sais, comme dans les limbes. Il est mort, mais il va rester un petit peu flotté comme ça. Et puis il n'y a pas de rédemption quelque part dans le roman. Hein. Tu vois, il reste flottant comme ça. Lui-même, il est devenu pion. Moi, j'ai l'impression qu'il est devenu pion, ou en tout cas qu'il est figé dans sa posture. Donc, tu as voulu passer un message. Pour toi, cette question d'humilité est très, très importante. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Est-ce que c'est un message que tu essaies de faire passer en général? Oui, c'est quelque chose. Les gens qui me connaissent bien savent que c'est toujours quelque chose de très sensible chez moi. J'ai écrit 2-3 mots sans importance aux éditions Skin, qui à mon avis ne parlent que de ça, quoi, c'est des aphorismes un petit peu poétiques qui ne disent que justement cette difficulté d'être au monde sans montrer trop qu'on est fier d'exister. Voilà. Et voilà, il y a un jeu permanent entre l'espoir que peut être le monde, la fulgurance du monde, et la vanité des choses. Et ouais, c'est quelque chose qui toujours D'ailleurs, quand j'en parle un peu avec difficulté parce qu'on est au cœur de l'intime dans ces moments-là. Et c'est très difficile d'expliquer qu'on n'est pas grand-chose, surtout quand on parle devant un micro, devant un public. Voilà, donc c'est ça qui est un peu coupé. Oui, c'est des choses qui... Enfin, sur le personnage de Paul Hébert, c'est quelque chose qui pour moi était très fort. Je ne sais pas comment je le laisse à la fin, moi, le Paul Hébert. C'est vrai que je le laisse dans sa chambre, et on ne sait pas trop ce qu'il va devenir. Moi, je pense que... Ouais, il est dans un état, effectivement, assez difficile. Je ne me suis jamais posé la question de savoir ce qui venait après. Il n'y a que nous, pauvres lecteurs, qui nous posons cette question. Mais alors, quand même, à la fin, il est complètement devenu fou. Il tient des propos à l'égard du 1 et qui souhaite... Enfin, j'ai envie de le lire. Est-ce que ça te fait bien? Je t'en prie. Si tu savais comme je l'ai insulté, nargué, allez, viens donc si t'es si fort, l'affreux, le minable, le 1 exécrable, je te débusquerai, jusqu'à mon dernier jour, mes dernières limites, jusqu'à mon dernier souffle. Je te traquerai, te trouverai, te briserai. Mais je te préviens, seule la fin de l'éternité m'anéantira et te rendra vainqueur. Complètement. Il est passé dans une autre dimension. Il a cette folie dont tu parlais, mais je trouve que ses paroles sonnent très justes. Il y a quelque chose de... Il est allé au bout et son ami s'en va. Il le laisse là quelque part. Alors c'est vrai, quand on lit ça, ce personnage, il n'est pas du tout sympathique. On n'a pas envie tellement de lui tendre la main, mais en même temps, on se dit mais ce type est devenu fou. Et alors, mais pourquoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Tu vois, il y a ces questions-là sous-jacentes. Qui a brisé son jeu à lui? Alors qu'en fait, ce qu'il essaie de faire, c'est de briser le jeu des autres. Est-ce que la poésie, ça sert aussi à lutter pour préserver le jeu et redonner aux gens quelque chose? Tu parlais tout à l'heure de l'estime et de l'image de soi. Est-ce que ça sert à ça? S'il y a bien un domaine qui peut nous réconcilier avec le jeu, et là on est bien sur le jeu JE, c'est bien l'écriture et le langage, effectivement. Et si à la fois j'écris et des textes poétiques et des romans, et si je publie les autres aussi, c'est que je cherche à travers le langage une explication à toutes les interrogations qu'il peut y avoir. Et c'est bien le langage, à mon avis, enfin c'est par le langage en tout cas, qu'on peut trouver cette explication, et en trouvant les différentes formes, qu'elles soient poétiques ou fictives, telles que j'essaie de les faire ou de les publier. Par rapport aux références littéraires que tu fais dans ce livre, est-ce que ça participe aussi de ton humilité? C'est-à-dire de dire, de citer ces auteurs que tu aimes. Pourquoi? Parce que c'est pas évident. Alors il y a des auteurs qui font ça, effectivement, ils vont pas d'ailleurs forcément créditer les gens qui le citent. Ils vont plutôt être dans le pillage. Toi, c'est absolument pas ton cas. Mais on a l'impression que tu émailles comme ça ton livre de repères qui sont des repères importants pour toi. Pourquoi ces citations? Pourquoi ces repères à l'intérieur de ce livre, par exemple?
on ne vit que parce que les autres sont là, et on ne vit que parce que les autres nous apportent quelque chose. En fait, ça rejoint, tu me demandes pourquoi je suis éditeur aussi, quelque part aussi. Si je vais vers les textes des autres, et si les textes des autres m'apportent quelque chose, soit pour moi-même créer, soit parce qu'ils remplissent simplement mon esprit, il n'y a pas forcément de création, ou qui m'apportent des réponses, c'est bien les autres qui m'apportent ça. Et dans cette humilité dont je parlais, les autres ont une place essentielle. C'est parce qu'il y a les autres, parce qu'ils existent, parce qu'ils nous apportent quelque chose, parce qu'ils ont leur propre existence, qu'ils ont leur propre humilité aussi, que nous, on est à notre place aussi, à notre place, au même titre que tous les autres. Oui, et finalement, un peu comme les pions sur un échiquier. Donc chacun a sa place, chacun a ses déplacements, on ne peut pas se déplacer tout seul. Et Paul Hébert n'est pas à sa place. Paul Hébert n'a jamais trouvé sa place. Et voilà, c'est aussi ça qui est dit. Il n'a jamais trouvé, il ne la trouve pas à la fin. Il voit bien qu'il y a un problème à la fin. Il y a un gros problème qui le rend effectivement dans cet état-là. Mais il n'a jamais trouvé sa place. Et il suffit parfois des accidents de vie. Et là, c'est un accident de vie qui se passe effectivement. C'était cet événement dont tu parlais. L'interroge un petit peu, mais je trouve même dans ses interrogations, il n'arrive pas tout à fait à retrouver l'humilité qu'il devrait, ou qu'il aurait pu, ou qu'il pourrait retrouver. Voilà, je ne suis pas sûr qu'il ne la trouve pas. On a l'impression qu'il ne la trouve pas parce qu'à la fin, il a un regard encore complètement fou quand son ami s'en va et il dit et je vis dans son regard qui brillait, il est toujours dans son truc, il est toujours dans cette omnipotence. Il croit même pas à la fin qu'en proposant les dés au narrateur, il croit même pas que le narrateur, lui, il va quand même sortir le 1, quoi. Il y croit même pas. Donc pour ne pas croire, pour avoir ce déni-là des choses, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qu'il n'a pas résolu. Oui, mais c'est une figure, on pourrait dire une figure de père écrasant, peut-être, qui peut être aussi d'ailleurs une figure de mère écrasante. Enfin, en tout cas, une figure, moi j'ai trouvé de parents écrasants, symboliquement, qui peut empêcher d'advenir quelque chose. Mais malheureusement, on rencontre tous des gens comme ça dans notre vie. Et je pense que la littérature a ce rôle justement de nous permettre peut-être de sortir de ça. Et pas seulement d'écrire, mais aussi de lire. Et je pense qu'il y a plein de choses qui sont dites dans ton roman là-dessus. Oui, ce qui était intéressant dans les dialogues avec les collégiens ou les lycéens, il y avait un questionnement de dire dans ce contact qu'on a avec les autres, dans ce poids très fort que peut avoir quelqu'un d'autre sur soi, c'est de ramener vers les réseaux sociaux et de dire que les jeunes aujourd'hui qui jouent sur des jeux vidéo, qui jouent sur Internet, qui sont en relation avec d'autres, ils prennent pas forcément la juste mesure de l'emprise que peut avoir la machine, ou la personne qui est derrière la machine, ou l'ordinateur qui est derrière la machine, ou la personne réelle qui est derrière la machine. Il y a l'emprise que peut avoir et les jeux dans cette espèce d'impulsion de jeu permanente, ou sur l'inconnu qui se cache derrière l'écran. Voilà, ils ont ramené, dans les réflexions, il y avait cette idée-là aussi de l'emprise que peut avoir là, du coup, aujourd'hui, le lien avec l'autre à travers la machine. Oui, parce que le lien avec l'autre se fait à travers un vecteur qui est celui de la machine, comme tu disais. Il n'y a plus de lien, effectivement, direct entre les gens. Alors c'est vrai que ce roman s'appelle Un pur hasard. La notion de pureté du hasard, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le hasard a un côté rédempteur. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Est-ce que, puisque tu voulais qu'on parle aussi de cette notion de pureté du hasard, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Je ne sais pas d'abord s'il y a un hasard et un pur hasard. Je ne sais pas s'il y a une différence entre les deux. Ce que je sais, c'est que si le pur hasard existait vraiment, s'il existait vraiment, ce serait dans le cas où si on jouait 5000 fois le dé, le 1 ne tomberait jamais. Et pour moi, là, on serait dans le pur hasard. Je veux dire par là que le système des probabilités, des statistiques, des probabilités, on dit à un moment, de toute façon, si on joue, on a une chance sur 6. Si on joue le dé, on a une chance sur 6 que un chiffre tombe.
Et puis, ce qui n'est pas tout à fait vrai si on joue 10 coups, si on joue 10 coups, maintenant ils sont pas déjà 10, c'est même pas un multiple de 6. Mais voilà, 5000 coups, maintenant on n'est pas tout à fait exactement au même niveau. J'ai analysé, j'ai fait ça dans les collèges, j'ai analysé les 6000, 7000 tirages du loto depuis que le loto existe. Il y a une différence assez incroyable entre celui qui est sorti, le chiffre qui est sorti le plus. Enfin, je trouve que la différence est assez importante entre le chiffre qui est sorti le plus et le chiffre qui est sorti le moins. Il se trouve en plus que ce sont des chiffres côte à côte. C'est le 43 qui est sorti le plus dans tous les tirages du loto depuis que le loto existe, et c'est le 42 qui est sorti le moins. Et l'écart est de plusieurs centaines. Alors c'est des milliers, c'est 6, 7, 8 000 tirages. On est proche du 5000 du pur hasard, parce qu'à un moment il joue 5000 fois le dé, et puis il note tout. Le 1 tombe jamais. Et je me dis quand même que la différence est assez importante. À quel moment on arrive exactement au moment où on arrive à une sorte d'infini, d'éternité? Ça veut dire quoi? Bah ouais. Non, le pur hasard voudrait dire que le 43, il est sorti, je sais pas, 4000 fois plus que le 42. C'est-à-dire on casse cette idée que le chiffre peut sortir une fois sur 6. Et là, on est donc quelque chose qui n'existe pas, même... Voilà, c'est que des interrogations. C'est un livre plein d'interrogations, mais comme la littérature est pleine d'interrogations, parce qu'elle n'est peut-être pas faite pour nous donner des réponses, plutôt faite pour nous poser des questions. Qu'est-ce que tu en penses, toi, quand tu écris ou quand tu lis? Qu'est-ce que tu aimes, par exemple, quand tu lis? Qu'est-ce que tu veux lire? Qu'est-ce que tu aimes lire? Je sais. La question maligne avec les petits cerveaux ironiques au coin des lèvres. Non, ouais, mais c'est la question que tout le monde se pose, savoir qu'est-ce qu'on cherche à travers la lecture quand voilà, il y a de grands lecteurs devant moi et j'en connais certaines ou certains. Est-ce qu'on est toujours dans la recherche de soi? Oui, probablement. À trouver des réponses à nos questionnements? Oui, quelque part. À avancer? Oui, certainement. À mieux vivre? Oui, certainement également. Donc c'est tout ce mélange-là pour voilà, pour essayer peut-être de s'apaiser un petit peu soi-même, de temps en temps. Thierry, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose avant que nous ne concluions ce moment ensemble? Finalement, on avait dit qu'on parlerait aussi de jeu, mais on a très peu parlé du jeu, mais on a beaucoup parlé du jeu JE. Oui, du coup, c'est pas là-dessus que j'irais. Moi, ça serait sur du coup le jeu du langage. C'est-à-dire que quelque part, dans toute cette question sur le jeu, je m'aperçois aussi que le langage et tout ce qu'on peut faire à travers le langage, de manipulation des lettres entre elles, etc., des mots entre eux, des phrases entre elles, etc., pour construire aussi des systèmes de jeu, quelque part, un système complet en tout cas, comme il construit un système complet avec le jeu de pion. Voilà, ça ramène quand même tout ça aussi à ça. Je me disais que si j'écrivais un récit ou une grande nouvelle du même acabit que un pur hasard, je partirais sur le langage et une histoire qui se tournerait au jeu autour du langage. Et je crois que je partirais, vous allez sourire, ça c'est une autre grille, je partirais du mot croisé. J'aimerais bien écrire une intrigue autour du mot croisé. Voilà, je l'ai un petit peu en tête et voilà, il n'y a plus qu'à le faire. Ce sera donc ton prochain livre, peut-être, il y en aura peut-être d'autres avant, parce que si tu attends encore pour le peaufiner une vingtaine d'années, on n'espère pas, en tout cas, on a très envie de le lire. Oui, ça peut demander beaucoup de temps aussi, puis du coup, ça se mélange aussi avec le travail sur la poésie que je peux faire aussi, ou d'autres choses. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, non, si... ce qui me paraît important, tu parlais de maîtrise, de ciseler aussi, parce que je pense aussi que l'écrivain cherche à maîtriser lui-même son système qu'il est en train de créer. Donc, ce qui est un peu intéressant, et c'est les clins d'œil à la fin du livre aussi avec les auteurs que j'ai cités, ce qui est important, c'est de confronter ce que je conseille à tous les écrivains qui m'envoient des manuscrits souvent, est-ce qu'ils ont confronté leur écrit à d'autres pour avoir un retour nécessaire. Et parmi ces personnes, outre Marie-Hélène Baum qui est dans la salle et qui fait un grand clin d'œil, qui a relu très attentivement une des moutures du pur hasard, il y a aussi cet homme qui s'appelle Michel Boutin, qui est un spécialiste du jeu de pion, que j'ai sollicité, et je lui ai envoyé la longue nouvelle, et je lui ai demandé notamment une question, c'est est-ce que le jeu qui est créé, qui s'appelle le jeu de pion, qui est la somme donc, des 4 jeux dont on a parlé, est-ce que ce jeu
est jouable? Est-ce qu'il est au moins plausible? Et il m'a fait une très belle réponse. Donc c'est un vrai spécialiste, il a écrit des ouvrages sur les jeux de pions, il les a recensés, il les a expliqués, il a écrit leur histoire, etc. Et il m'a fait une très belle réponse en me disant, moi, tel que vous racontez l'histoire ou tel que vous établissez les règles du jeu, elles sont suffisamment précises pour être relativement correctes, et en même temps, vous laissez suffisamment de place à l'imagination pour dire que votre jeu est plausible. Donc on peut inventer finalement toutes les règles qu'on veut et inventer des systèmes qui fonctionnent. L'écriture, c'est un peu ça, c'est inventer aussi un système qui, on l'espère, fonctionne. Je crois qu'en tout cas, ton système fonctionne excellemment bien. C'est presque une cosmogonie, la cosmogonie du pur hasard, un pur hasard, donc de Thierry Bodin-Hulin. Vraiment, je vous invite à lire ce livre. C'est vraiment un livre tout à fait complexe, d'une grande richesse dans sa complexité et qui est vraiment ciselé. Vraiment ciselé. Donc merci beaucoup Thierry pour cet échange. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie.